À 5 ans, il est passé par plusieurs émotions. Il a même coché presque toutes les cases, de la présidence à la prison et actuellement, il est à la vice-primature. On ne parlera pas de Vital Kamerhe, mais est-ce que l'homme ainsi que son parti politique ont encore de l'influence auprès de Félix Tshisekedi? On reviendra également sur le bilan ou l'apport de l'UNC dans le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission. Dites-nous la vérité qui reçoivent pour vous le candidat numéro 26, circonscription de l'Obéro. Nous sommes dans le Nord Kivu. J'ai le plaisir de recevoir le secrétaire général 5 étoiles. Bienvenue. Bonjour, Odia Élysée. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, depuis... on est passé par plusieurs étapes. Hein. Plusieurs, vous êtes devenu... L'opposition radicale, le pouvoir, la prison, tout. Merci d'être là. Merci de nous honorer en répondant de manière spontanée à cette émission. Ça, je tenais à le dire. Hein. Aussitôt que je vous avais écrit, vous avez tout de suite répondu, dit Élysée, je veux être là. C'est un plaisir d'être reçu par la grande Élysée Odia. Je suis plutôt honoré. 5 étoiles, certains diront, mais cette journaliste-là, elle exagère, mais c'est en fait le surnom qu'on vous donne ces derniers temps, secrétaire SG 5 étoiles. Pourquoi 5 étoiles? Ça, il faut poser la question aux membres de l'UNC. Je ne suis pas l'auteur de ce surnom. Je n'en suis pas l'auteur. Est-ce que peut-être parce que Kambale est arrivé à faire ce que certains avant lui n'ont pas réussi à faire? Encore une fois, c'est la question à laquelle il n'y a que les membres de l'UNC qui peuvent répondre. Une introspection de votre part par rapport à votre action depuis que vous êtes SG. Et moi, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ne vous donnaient pas tellement de chance. Là, vous résistez. C'est quoi la particularité? C'est quoi la touche, la patte de Billy Kambale à la tête de l'UNC? La confiance du président de notre parti. Il y a aussi l'accompagnement des cadres et militants du parti, mais aussi la foi. Et ces ingrédients m'ont permis de résister contre vents et marées, m'ont permis de construire ce que je pouvais construire. Il y a eu des ratés, c'est une œuvre humaine, mais là nous sommes dans la droite ligne des élections. Je pense que les résultats nous diront si, oui ou non, nous avons bien fait le travail. Est-ce que l'UNC est prête pour les élections? Même aujourd'hui, si Kadi m'a dit à partir de 17h, nous commençons les élections, l'UNC va gagner. Va gagner, il aura Absolument. la majorité, elle aura la majorité parlementaire. Non, nous avons notre objectif de 150 députés. Sur les 500? Sur les 500. Est-ce que vous en avez parlé à l'UDPS, aux membres d'autres partis de l'Union sacrée? Pour ça, il n'y a pas de concertation. C'est une compétition. Elle est interne et externe aussi. Pour que nous puissions peser sur l'échiquier et exister comme parti politique, nous avons le devoir de faire et de produire des résultats pour le compte du président de la République, parce qu'il aura besoin d'une majorité pour gouverner en 2026. On n'aura plus besoin de faire les déboulonnements, parce que cette fois-ci, nous voulons lui offrir une majorité acquise à sa cause. On va parler de ça parce que certains sont en train de se dire que vous vous mettez des pots de banane entre vous, cadre de l'Union sacrée. Est-ce qu'en affichant une telle ambition que certains affichent également, vous ne risquez pas de vous marcher dessus entre vous et au finish perdre cette majorité que vous recherchez? Non, non, pas du tout. Je ne pense pas. Plutôt, c'est la concurrence. C'est un jeu, c'est une compétition. Il ne faut pas plutôt prendre ça dans l'angle de l'adversité sauvage. Il faut prendre ça dans l'angle d'une compétition où tout le monde veut arriver le premier. Et c'est tout à fait normal. Nous tous nous battrons campagne pour un seul candidat président de la République. Déjà, c'est le dénominateur commun. Donc pour le reste, chacun devra présenter à la population, à la base, ce qu'il a pu faire. Généralement, les élections au Congo, excusez-moi de le dire, sont totalement sont tribales. Les élections sont tribales. Les élections, c'est différents secteurs, c'est différentes tribus. Généralement, les candidats se retrouvent, ils ne sont pas des mêmes secteurs, ainsi de suite. Et donc, on parle de législatives, là. Hein, oui, les élections législatives, bien sûr. Donc, moi, je pense plutôt que nous avons ici l'opportunité pour chaque parti de l'Union sacrée de démontrer qu'il peut apporter quelque chose au président de la République
pour que nous puissions avoir un mandat paisible, contrairement à celui que nous venons d'avoir, où nous étions obligés d'abord de faire une coalition qui n'a pas marché. Nous étions obligés de détruire la coalition pour reconstituer une nouvelle majorité. Et ça a pris du temps. Ça fera l'objet d'un autre débat. Hein. Ça laisse à désirer la manière dont vous avez procédé. Apparemment, la Constitution en a beaucoup souffert quand même, la manière dont vous avez réussi à changer des majorités. Non, la volonté première du président, c'était de tenter une expérience qui malheureusement n'avait pas marché lors des premières tentatives au Congo. Vous savez très bien qu'en 1960, juste Lumumba a gagné plus de sièges, mais il fallait qu'il puisse constituer une majorité. Vous savez que ça n'a pas marché avec Tchombe, la Baloubakad, ça n'a pas marché avec les autres. Donc c'était une première tentative qui n'avait pas marché. Où on se retrouve le président d'un autre bord et la majorité d'un autre bord. En 1965, pratiquement, après les référendums de la constitution de Loulouabour, il y a eu des élections où Tchombe a gagné les élections de la CONACO, mais qui n'était pas du même bord que le président de la République. Effectivement, il était obligé, le président de la République de l'époque était obligé de détruire la majorité qui était acquise à Tchombe et de nommer un premier ministre qui n'est pas du même bord que Tchombe. Ça n'a pas marché. Donc nous avons pensé qu'avec l'évolution des choses, on a pensé que les gens étaient suffisamment civilisés pour comprendre que le président de la République reste le symbole de la nation, reste le chef de l'exécutif. Nous étions convaincus que cette fois-ci, cette tentative allait réussir, où on serait trouvé où le président de la République, il est élu, mais il n'a pas la majorité du côté des députés. Et qu'on pouvait faire une sorte de collaboration, mais ça n'a pas marché. Nous étions obligés de passer par le déboulonnement. Non, voilà, et donc c'est une expérience malheureuse, mais il fallait le tenter parce qu'il fallait vraiment que nous montrions toute notre bonne foi. C'est la méthode appliquée qui a mis à mal la Constitution, qui est remise en question par beaucoup, en fait. Non, pas du tout, parce que je ne vois pas en quoi la Constitution a souffert. Parce que le déboulonnement est passé par la démission du Premier ministre. Il a démissionné. Le changement des députés qui partent d'un parti à un autre. Non, ça c'est... Il ne faut pas mettre ça sous le dos du président de la République. Il faut mettre il faut inscrire ça dans un contexte où les élus ne voulaient plus cohabiter avec leur propre mouvance. Et vous les avez laissés faire. Non. C'est-à-dire vous avez permis nous n'avions que la pas Constitution puisse être le mandat est non impératif, madame. C'est la Constitution elle-même qui le dit. Un député ne peut pas faire quelque chose contre la volonté du peuple. Et ce qui s'est passé, c'était effectivement contre la volonté du peuple, où la majorité de l'époque voulait imposer un dictat. D'abord, on nous impose un président de la CENI qui n'était pas de l'assentiment de tout le monde. C'est le cas actuellement. Ça se demandait qu'est-ce qui a changé. Non. À l'époque, Denis Kadima n'a pas l'assentiment de tout le monde non plus. Non, Denis Kadima, on peut tout dire, mais il est issu des confessions religieuses. Les confessions religieuses ont revendiqué Denis Kadima, ce qui n'était pas le cas pour Ronsard Malonda. Ronsard Malonda a été imposé par une majorité au pouvoir. On peut dire que le deuxième vice-président Didi Manara ne fait pas l'unanimité. Non, d'autres membres de plénière de la CENI. Donc c'est une CENI également qui reste. Non, attendez. Moi je parle ici de principe. D'accord. La contestation, elle existera toujours. Même Jésus a été contesté. Comment on ne peut pas contester les gens? Mais ici, j'ai dit sur la base des principes. À l'époque, le cas Ronsard Malonda était un cas qui nous a été imposé par la majorité de l'époque. La majorité de l'époque a influencé la ministre du portefeuille de ne pas notifier les gens nommés par le président de la République. Vous imaginez à quel point? Et les lois Gari Sakata Minaku, parmi des points sur lesquels on touchait sur les fondamentaux même de l'existence de notre pouvoir. La pertinence est encore avérée aujourd'hui. Ces lois-là demeurent ce que j'ai dit. D'une pertinence ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une majorité. Les gens concoctent un plan qu'ils coulent dans une loi. Ils viennent pour imposer. Nous craignons pour que nous puissions prendre en otage ou qu'on puisse détruire le principe de l'indépendance de la justice et renforcer le ministère de la Justice comme il était à l'époque
du côté de nos alliés de l'époque. Et donc, il était tout à fait normal que nous puissions nous y opposer. Beaucoup de cas comme ça. Moi, j'étais ministre, je vous épargne, je suis un homme d'État. Je ne voudrais pas vous dire ce qui s'est passé, mais c'était vraiment des fois des pugilats de boxe dans des conseils. Mais c'était terrible. On ne pouvait pas continuer comme ça. Le chef de l'État avait été suffisamment humilié et nous tous, nous étions d'accord qu'il fallait mettre fin à cette collaboration. On n'est pas en train de refaire un débat autour de la coalition FCC-Cash. On va essayer d'avancer. Mais puisque 5 ans après, par exemple, il y a la polémique, la controverse autour des résultats de 2018 qui refait à nouveau surface, on vous dit, mais ça vous colle à la peau, les élections de 2018, alors qu'on est en train de parler des élections de 2018 avec Nanga, avec le président de la République qui, 4 ans après, continue de répondre à Madame Élysée, cette question, je trouve que ceux qui ramènent cette polémique autour de nous, j'ai toujours trouvé malsain, Élysée Odia. Je pars d'abord de la déclaration du président Nanga, pour qui j'ai beaucoup de respect pourtant. On est vraiment proches, on parle, et c'est vrai que je ne partage pas les points de vue qu'il est en train d'avancer. Lui-même, dans sa déclaration, il dit qu'il y a eu un accord après la publication des résultats provisoires. C'est très grave. Bon, l'accord, pourquoi? Puisqu'il est déjà proclamé. Bon, cet accord-là dont il parle, dont moi je n'ai même pas connaissance, puisque je suis quand même l'un des ténors de ce pouvoir. En tout cas, le président ne vous avait pas cité, il a cité Tshibanda Néhémie, peut-être. C'est ce que j'ai dit. Le président reconnaît qu'il y a quand même eu des pourparlers. Non, le président était clair. Avant la proclamation des résultats, quelques caciques du pouvoir à l'époque l'avaient appelé pour tenter une négociation et lui était catégorique pour dire j'ai les résultats, je n'ai pas besoin de combines. Des résultats qui n'étaient pas les résultats de la CENI, mais encore les résultats de la Cour constitutionnelle. Madame, nous avions une cellule électorale. Et c'est ici où je vais le dire clairement. Nous avions une cellule électorale. Nous avions réussi à faire l'échantillonnage de plus de 5 millions de suffrages valablement exprimés où Félix Tshisekedi était en tête. Il y a eu une rencontre au centre interdiocésain avec Fayoulou, Vital Kamerhe, la Senko, l'ambassadeur des États-Unis, pour que nous puissions confronter les résultats. Nous sommes partis au centre interdiocésain, on a pris des bureaux de vote triés sur les volets. Les résultats que nous avions et les résultats de la Senko étaient presque conformes. Ce qui fait que nous avions de l'avantage. Nous étions les seuls à présenter un échantillonnage avec plus de 5 millions de suffrages valablement exprimés. La preuve, lorsqu'on publie les résultats définitifs, l'ambassadeur américain est le premier à venir féliciter Félix Tshisekedi, parce qu'il a assisté à toute cette étape. Aujourd'hui, vouloir nous ramener dans ces débats des caniveaux, des bas étages, à 3 mois des élections, ça veut tout simplement dire que les gens sont des mauvais perdants. En réalité, il y a des gens qui sont spécialistes dans la contestation, mais ils n'en ont pas le pouvoir. Madame, je vais revenir encore. Mettez-vous à notre place. Nous, CASH, UNC, UDPS. Vous nous volez notre élection. Nous avions eu 62%. Vous allez gouverner? Je vous pose la question et je regarde le peuple droit dans les yeux. Nous, là, UDPS et UNC. Élection terminée, nous gagnons les élections avec 62%, comme eux le prétendent. Est-ce qu'ils allaient gouverner? Ils allaient gouverner. Jamais. Ce qui prouve qu'ils sont des bons perdants. Ils allaient nous trouver dans la rue et ils n'allaient pas gouverner là. Non, ce qui prouve qu'ils sont quand même des bons perdants. Non, ça prouve ils ne sont pas si mauvais que ça. Ça prouve qu'ils avaient perdu. Et qu'ils ont des bons perdants. Ils vous ont laissé diriger. Ils vous ont laissé diriger. Ils ont accepté leur échec. Non, mais ils vous ont laissé diriger, donc ils sont quand même de bons perdants. Exact. Ce sont des bons perdants. Donc, il ne faut pas venir nous dire à nous que nous avions perdu les élections et qu'eux avaient gagné. Des gens qui étaient incapables de mettre le même peuple qui les a élus était incapable de contester notre propre pouvoir. Non. Les évidences sont là.
Félix Tshisekedi a été élu, il a été proclamé et il a été investi et il a gouverné pendant 5 ans. Ce qui est triste quand même, c'est de voir que 5 ans après, on parle des élections d'il y a 5 ans. D'après vous, qu'est-ce que ça cache? C'est la vérité et qu'on est en face des mauvais perdants. Juste ça. La vérité et pourtant, est les que, questions venaient des journalistes. Les questions viennent des journalistes, où on en parle peut-être avec le président français. Récemment, on a vu. Comment expliquer que 5 ans après, cache le président Tshisekedi n'ont pas réussi voilà, à faire accepter à tout le monde que le pouvoir n'était pas issu d'un compromis à l'africaine? Non, ces histoires-là de compromis à l'africaine et machin, ce sont des concepts créés dans les laboratoires de ceux qui voulaient la mise à mort de l'UNC et de l'UDPS à l'époque. Vous vous souvenez que nous étions à Genève? Tout le monde savait très bien que les favoris, c'était Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Tout le monde le savait. On pouvait poser la question à n'importe quel observateur. Mais on nous a sorti un autre candidat que nous avons refusé. Et nous sommes partis seuls et nous sommes arrivés à la tête du pays. Tout ce qui s'est passé après, ce sont les mauvais perdants. Et je réaffirme encore ici que les gens sont entrés, en réalité, il y a des laboratoires qui préparent la contestation des élections prochaines. On voit toutes les gesticulations autour de cette préparation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Revenons et allons dans cette compétition, que le meilleur gagne. Allons dans cette compétition, mais dans quelles conditions et dans quel contexte? C'est ça aussi. Il ne faut pas y aller parce qu'il faut y aller. Mais c'est quoi le contexte, Madame La Élysée? partie est du pays est occupée. Ça ne vous dérange pas? Non, ça nous dérange énormément, mais ce n'est pas le fait du pouvoir. Ça, on le sait. C'est le fait de l'agression. Oui, Bon, donc maintenant, on y va comme ça avec cette partie et une partie qui vous est chère. est-ce que vous pouvez vous imaginer, Madame Élysée, aujourd'hui, les esprits sont tranquilles parce qu'il n'y a pas glissement où le concept n'est pas adopté par le pouvoir. Si nous avions dit que les élections étaient postposées pour 1 année, aujourd'hui, ceux qui en veulent à notre pouvoir seraient dans la rue et allaient tout brûler. C'est d'abord... Mais parce qu'on leur a ôté cet argument, maintenant ça devient l'opposition qui réclame le glissement. Ça devient quand même dangereux. Le problème, c'est que peut-être ils pensent pays en lieu et place de pouvoir. Vous pensez à votre pouvoir et ils pensent d'abord le pays. Nous sommes en train de travailler pour que en 2023, nous allions aux élections avec nos compatriotes des Massissi et des Rutshuru. C'est un travail d'abord pour vous montrer qu'il n'y a pas la volonté d'exclure cette population dans le processus. 3 mois, en l'espace de 3 mois, vous pensez que c'est encore possible? On peut enrôler en 2 semaines. 3 mois, vous ne voulez pas négocier avec le 1-23, mais comment vous allez y arriver? On peut enrôler cette population en 2 semaines, en les enrôler. On peut, mais il y a des étapes. Ce que j'ai dit, il y a des étapes et le gouvernement est en train de travailler pour que nous puissions arriver à résoudre définitivement cette question. Le gouvernement refuse. Là, je voudrais vous dire ceci, Madame Élysée Odia. Ça a pris combien de temps pour qu'on neutralise le CNDP? C'était un très beau matin, on apprend qu'Nkunda est arrêté. Et c'était la fin du CNDP. Le M23, il a fallu combien de temps? Quand il y a eu vraiment la décision de défaire le M23 en 2013. Ça s'est fait. Donc là, attendez, nous sommes en train d'accompagner le président de la République et les institutions, et surtout notre armée, pour qu'on arrive à mettre définitivement un terme. Cette guerre, nous voulons la gagner, mais de la manière la plus honorable. Le président de la République a dit, pas question que nous puissions encore négocier avec des gens qui, lors des négociations, c'est une carte blanche pour l'infiltration de notre armée. Nous ne referons plus les mêmes erreurs. Donc la seule option qui nous reste, c'est la guerre. Qui nous reste, c'est la libération des territoires occupés par l'agresseur. Par la guerre. C'est la libération des territoires occupés. On va parler de l'UNC. En 5 ans, je le disais au début de cette émission, l'UNC incarné par Vital Kamerhe est passé par plusieurs émotions. De la présidence à la prison, actuellement Vital Kamerhe est vice-premier ministre. Comment avez-vous réussi à retrouver cet équilibre? La foi
mais surtout la machine qui avait été créée. Je voudrais rendre hommage au président Kamere pour avoir créé l'UNC. C'est une machine déployée à travers la République. Moi, je viens du Kasaï central. Je suis arrivé à Kananga, je suis parti à Kazumba, je suis arrivé à Dibaya, je suis arrivé à Ndemba. Ah, Ndemba, c'est chez moi. Ah, c'était une parenthèse. Donc, je suis arrivé chez toi. Je peux vous dire que c'est une machine. Et cette machine nous permet toujours de garder l'équilibre. Quelles que soient les épreuves, la machine, elle reste stable et elle poursuit son enracinement. De la présidence à la prison, pour chuter à la vice-primature, c'est le parcours d'un homme qui a la foi. Parce que tout le monde, personne ne nous donnait la chance lors de l'arrestation de notre président que nous allions survivre à ce coup. Mais non seulement nous avons survécu, mais avec beaucoup de courage. Et aujourd'hui, nous sommes plus que debout et déterminés. Je voudrais rendre hommage à ces milliers de membres et cadres de l'UNC qui sont là en train de mouiller les maillons pour que cette machine soit une machine qui travaille pour la transformation sociale, politique et économique de notre pays. Vous avez survécu à tant d'épreuves en l'espace de 5 ans, mais il ne faut pas qu'on se leurre. L'UNC et Vital Kamerhe ont un peu perdu de leur superbe. Cette aura, cette ambition, il n'est plus là. Il n'est plus là. Non, ça c'est... Ce sont certains cadres qui sont partis et qui le disent. Non, les cadres qui sont partis, moi j'ai... Vous savez, quand les gens disent ça, je rigole. Vous savez qu'en 2018, l'UNC a perdu son secrétaire général, Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général adjoint, Claudel André Loubaya, secrétaire général adjointe, Odette Babandoa, secrétaire politique national, Sambo Colombe, président du groupe parlementaire, M. Justin Bitakwira. Nous avons perdu le président du Conseil national, Alain Bayaka Kassou. Nous avons perdu la présidente des femmes, Mami Kankou. Nous avons perdu le président des jeunes, M. Transiem Boma. Nous avons perdu le vice-président des jeunes, Francis Okito. Nous avons perdu la présidente, une autre présidente des mamans, qui était devenue d'ailleurs vice-ministre de l'Intérieur. Oui. Nous avons perdu un autre secrétaire politique national qui était ministre du Budget, Pierre Kangou Diambaï. Nous avons perdu plus de 500 cadres qui ont quitté le parti en 2018. Ça ne nous a pas empêchés d'arriver au pouvoir. C'est quoi, la stratégie ou la ruse? Non, ce n'est pas la ruse. Je vous ai dit que la machine est en place. Vous partez, à la seconde même, vous êtes remplacé. Même moi, si aujourd'hui j'ai décidé de quitter l'UNC, c'est je quitte à 12h. À 12h05, il y a un autre secrétaire général, peut-être beaucoup plus performant même que moi, qui prend la place. Il n'y a personne d'indispensable. C'est là l'avantage de créer des institutions. À part le président? En tout cas, par le président. Ah, parce oui. que le jour où le président n'est plus là, l'UNC disparaît. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'UNC, en réalité, a été créé autour d'un homme. Comme tous les partis politiques. Un homme a eu le courage. Peut-être l'UDPS. Un homme a eu le courage de dire non à l'entrée des troupes rwandaises. Il a accepté de laisser son poste de président de l'Assemblée nationale pour se lancer dans une nouvelle aventure, celle de la politique de conviction. C'est autour de cet idéal que s'est constitué l'UNC. Mais ceux qui sont partis disent que Vital Kamerhe n'a plus d'idéal. Maintenant, ceux qui disent que Kamerhe n'a pas d'idéal, des fois je me pose la question, c'est du même Kamerhe dont nous parlons, ou bien ils avaient leur Kamerhe à eux et nous avons le nôtre. Il y a eu un Kamerhe avant la prison et un Kamerhe après la prison. Je peux même dire que le Kamerhe d'après la prison est encore beaucoup plus affermi, beaucoup plus percutant et perspicace que le Kamerhe d'avant la prison. On ne le ressent pas. Ce silence-là par rapport à ce qui se passe dans l'Est, où il y a le massacre de certains civils, ce silence-là de Kamerhe, il ne nous a pas habitués comme ça, le Kamerhe d'avant. Il ne nous avait pas habitués comme ça. Maintenant, le Kamerhe qui est là, c'est un Kamerhe ministre de la République. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne.
C'est Pierre Chevènement qui le disait. Oui, il peut peut-être démissionner. Il pouvait démissionner comme il avait fait au regard de... C'est le choix du parti d'envoyer le président Kamere au gouvernement. C'est un choix du parti. Et donc, le choix, il l'assume. Mais le parti restait debout. Nous avons aligné plus de 800 candidats. Nous avons 2 listes aux élections législatives nationales. Nous ne l'avons jamais fait avant. Comment on peut dire un parti qui a encore beaucoup plus d'ambition comme ça, on peut dire qu'il est moins présent que le parti qui n'avait aligné que 300 et quelques candidats. Il a beaucoup plus d'argent maintenant. Non, ce n'est pas un problème d'argent. Nous n'avons jamais... La caution, vous en aviez... Nous n'avons jamais manqué d'argent pour une caution. Jamais. L'UNC, c'est une grande machine, a des partenaires, a des cotisations. L'UNC n'a pas besoin que quelqu'un apporte son argent pour qu'il existe. Nous avons existé, ça fait maintenant combien? Nous sommes dans la 12e année de notre existence, ou 13e année. Nous avons commencé en 2009, nous sommes aujourd'hui en 2023. Nous sommes à la 14e année de notre existence. Donc là, je voudrais attirer votre attention sur la pertinence même de notre combat. Nous croyons fermement en ce que nous faisons et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à apporter dans l'édification du nouveau Congo que nous sommes en train de bâtir. Qu'est-ce que l'UNC a apporté en 5 ans à Félix Tshisekedi? Ce que nous avons apporté, c'est l'expertise. Regardez bien tous ceux qui... Merci. Oui, mais le dossier 100 jours, nous n'avons jamais eu honte de l'aborder. Le dossier 100 jours a fait beaucoup de choses. Simplement, les malveillants ont voulu se cristalliser sur l'affaire des maisons préfabriquées, encore qu'il y avait quelqu'un qui a déjà reconnu qu'il avait eu l'argent et qu'il est prêt à faire les travaux. Mais les dossiers 100 jours, les projets 100 jours, ce n'est pas que ça. Il y a eu des routes qui ont été construites, les projets 100 jours, il y a eu des écoles, des hôpitaux, des bacs, des ponts, beaucoup de choses qui ont été réalisées. Même la cellule difficilement stratégique. Visible. Non, c'est visible. Le problème, c'est que les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Ou ce qu'on leur présente, vous n'avez rien présenté. Est-ce que vous savez que même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de la réalisation du programme des 145 territoires? Et pourtant, à ces jours, au moment où je te parle, il y a plus de 800 écoles qui ont été construites dans le cadre du programme des 145 territoires. Alors, posez la question à vos services de com. Il y a 700 centres de santé qui ont été construits. Les gens, la com, elle est là. Si vous entrez sur YouTube, vous tapez seulement programme 145 territoires, on vous montre ce qui est réalisé. Maman-là qui vous est allez sur les sites, de taper sur YouTube, vous allez sur les sites des BSECO, vous allez voir tout ce qui est réalisé. Vous demandez à cette maman-là qui est à Ndemba, vous étiez à Ndemba. Sur la RTNC, à Ndemba, madame. Et il n'y a pas de courant à Ndemba. Sur la demandez RTNC, de regarder à la RTNC. Sur la il y a RTNC, pas de courant. Non, madame. Oh, vous étiez à Ndemba, il n'y a pas de courant. Non, il n'y a pas de courant. Vous demandez à cette maman de suivre la RTNC pour voir les réalisations. Ce que j'ai dit, c'est ceci, madame. Lorsque les gens veulent apprendre, ils apprendront. Quand les gens voudront voir, ils verront. Donc, c'est ce qu'on doit dire à cette maman-là qui vous suit. Cette maman qui vous suit, vous, à Lubero, vous lui dites, maman, si vous voulez voir les réalisations, vous allez sur un site de BSECO. Non. Je vais te donner un exemple concret. Quand je quitte Kananga pour aller à Dibaya, je vais à Chimbulu exactement. De Kananga jusqu'à Chimbulu, c'est 168 km. Oui. Sur les 168 km, j'ai moi-même vu, de mes propres yeux, plus de 16 écoles construites dans le cadre du programme des 145 territoires. Donc on doit juste se fier aux yeux Kambale. On se fie à vos yeux. S'il vous plaît, arrivé à Chimbulu, j'ai décrit ce qui est fait à Dibaya. Il y a certains qui n'y croyaient pas. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent voir que ce qui se trouve juste à côté d'eux. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas fait ici, donc on n'a rien fait partout. Non, normal. Ça c'est une mauvaise manière de penser. Mais ils gagnent quoi en applaudissant ce qui est fait ailleurs? Non, ce que j'ai dit, c'est que ce qui est fait, c'est pour l'intérêt communautaire. C'est la communauté qui doit accompagner les œuvres qui sont réalisées sur terrain. La plupart des centrales solaires installées dans beaucoup de villages, dans le cadre du projet en serre, on a électrifié beaucoup
beaucoup des milieux ruraux sous Félix Tshisekedi qu'on ne l'a jamais fait depuis 25 ans, dans le cadre du projet ANSER. Mais tout ça, on ne le dit pas. Et qui devait le dire? Je me suis donné comme devoir de le dire pour que les gens arrêtent de penser que 5 ans de mandat sont passés juste en applaudissant Félix Tshisekedi. Non, un travail de fond est en train d'être fait. Un travail de fond est en train d'être fait. On s'achemine la montée de fièvre. On est en pré-campagne. Non, c'est pratiquement la campagne qui a commencé avant l'heure. On est là à moins de 3 mois des prochaines élections. D'abord, on commence par faire un petit bilan. Qu'est-ce qui reste de cash? Cash ne mourra jamais parce que c'est un état d'esprit où 2 partis politiques ont décidé de cheminer ensemble. C'est ça l'esprit cash. L'accord, comme vous voulez parler de l'accord Nairobi, cet accord a été inopérant dès le début. Donc aujourd'hui, c'est en désuétude. Nous sommes passés à autre chose. Et au niveau de l'UNC, vous avez intégré cela? Mais dès le début de ce mandat, nous avions déjà intégré cela. Pas, on a vu quand même... Parce que, écoutez madame, nous sortons des élections, Félix Tshisekedi est élu président, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Par quelle magie on allait appliquer l'accord cash? C'était impossible. Donc l'accord cash était déjà inopérant depuis le début. Mais l'espoir y était de voir Vital Kamerhe postuler. Il y avait cette partie-là de l'accord qui demandait à ce que Vital Kamerhe puisse être candidat président. Non, madame, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme lettre à la poste. La politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est plus 85% de l'art et 15% de science. Les hommes politiques, les vrais, sont d'abord les vrais artistes. Parce que tout se passe sur une sorte de puzzle. Il faut savoir bien placer les pions pour bien ressortir le décor. En ce moment, le décor qui est planté, c'est que Félix Tshisekedi, qui a déjà de l'avance, il est chef de l'État en fonction, il a des réalisations qui peuvent plaider en sa faveur et il a déjà une équipe acquise à sa cause. Nous soustraire de ce casting qui est déjà fait autour du président Tshisekedi, c'est créer le déséquilibre. Donc il n'aurait pas bien travaillé, Tshisekedi n'aurait pas bien travaillé, vous auriez brandi la candidature de Vital Kamerhe? Comment il n'aurait pas bien travaillé? Non, on est dans les... Parce que là, vous dites, il s'est construit, il a travaillé, il a une équipe, il n'aurait pas fait tout ça. Vous auriez... Mais nous avons participé. Comment voulez-vous me poser la question? Donc vous auriez dû savoir qu'il allait tout faire pour rester. Comment vous voulez nous poser à nous la question? Si Félix Tshisekedi n'aurait pas bien travaillé pendant que, dès le départ, nous l'accompagnions, nous n'aurions jamais voulu qu'il échoue dans sa mission. Donc dès le départ, vous saviez déjà que cet accord de Nairobi n'allait pas tenir? Maintenant, attention. Ici, nous parlons de l'accord de Nairobi dans son format de Nairobi. Mais l'applicabilité a été difficile, ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, nous devrions abandonner cet accord pour nous consacrer autour du président Tshisekedi et créer cette force pour écraser tout ce qui voulait absolument nous anéantir. D'où cette révision à la baisse des ambitions de votre président et de l'UNC. Il ne faut jamais parler de révision à la baisse. La politique est la plus haute forme de destinée qu'un homme puisse avoir au service de sa communauté. Je ne comprends pas pourquoi on doit parler des ambitions à la baisse ou à la hausse, comme si les postes, c'était la finalité d'un combat politique. Quand il quitte le PPRD, c'était un Kamerhe présidentiable. Madame, 15 ans après, c'est un Kamerhe qui est ministrable. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire du monde sans devenir président de la République. Ce n'est pas pour autant que leurs ambitions étaient à la baisse. Marqué en bien, parce que certains l'ont marqué en mal. Hein. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous disons, pour ce mandat, nous devons travailler pour que Tshisekedi soit reconduit et qu'il ait suffisamment de majorité, parce que l'objectif pour nous, c'est d'offrir au peuple congolais le bien-être social. Que nous ne passions plus le temps dans des querelles politiciennes, mais que nous puissions nous concentrer sur le projet de développement.
C'est cela qui va entraîner automatiquement que nous puissions avoir ce que nous voulons ou ce que nous avons toujours rêvé. Mais parler des réductions à la hausse ou révision des ambitions, je trouve que vous êtes en train de perdre même nos téléspectateurs, qui finalement peuvent croire que nous faisons la politique politicienne, ou absolument, si on ne devient pas chef d'État, ou ministre, ou administrateur, on doit tout arrêter. Non. Voilà pourquoi on pose ces questions, justement pour que vous puissiez éclairer ce même peuple qui, lui, nous envoie également certaines questions et certaines inquiétudes. Nous ne faisons que le relais, sans pour autant être porte-parole. Madame, Vital Kamerhe est debout. Vital Kamerhe est encore plus fort qu'il ne l'était, parce que la foi dans ses convictions a encore augmenté. Vous savez très bien que quand on entre en prison, on ne sort pas comme on est entré. La foi, Il avait dit clairement, foi sont les œuvres. Il avait dit clairement, j'ai eu tout le temps de faire l'introspection. J'ai encore beaucoup travaillé sur moi-même et sur l'avenir de notre combat. Donc, le Vital Kamerhe que vous voyez aujourd'hui, comme vous-même vous l'avez dit, il est très calme, très posé. Il ne fréquente pas trop certains milieux parce qu'il est recentré sur soi-même, parce qu'il pense qu'il a encore beaucoup de choses à offrir, comme d'ailleurs le chef de l'État avait dit qu'il avait affaire à un homme intelligent et qu'il avait encore beaucoup de choses à donner à ce pays. Est-ce que Vital Kamerhe continue de murmurer à l'oreille de Félix Tshisekedi? Il ne murmure pas, il joue sa partition aux côtés de Tshisekedi. Au milieu de Bahati, de Mbosso, de Samalou Kondé, il est dans la foule, il est désormais dans la foule. Est-ce que vous savez que Kamerhe a dirigé tout ce monde-là? Oui, mais bon, maintenant là, il est au milieu de tout ce monde. Il est comme eux maintenant. Vous avez oublié que Kamerhe était président de l'Assemblée nationale et Bahati était son questeur. Vous l'avez oublié apparemment. C'est que Bahati a dû faire du chemin. Vous avez oublié qu'en ce moment-là, Mbosso était député à l'Assemblée. Ils ont tous progressé et Kamerhe a régressé. Et quel est ce parent qui ne peut pas vouloir voir ses enfants évoluer? Mais est-ce pour autant qu'il n'est plus parent? Ou il a perdu son droit d'aînesse? Attention. Quand on essaie de mettre maintenant Vital Kamerhe sur un même pied d'égalité que les gens qui a dirigé... Vital Kamerhe n'est en compétition avec personne. Au sein de l'Union sacrée. Il n'est en compétition avec de la mêlée. Personne. Il est Vital Kamerhe. Au-dessus de Quand il est là, on le sent. Quand il n'est pas là, on le sent. Comme disait le défunt porte-parole du chef de l'État. On parle de Vital Kamerhe quand il est là, on le sent. Quand il n'est pas là, on le sent. Mais on ne peut pas non plus empêcher les gens de faire ces remarques-là ou de réfléchir sur ça. Quand, par exemple, sur 11 personnes, on vous dit, bah oui, 9 viennent d'un seul espace. Est-ce que ça ne met pas déjà à mal la campagne du président de la République au nom de cette géopolitique qu'on tient à préserver? Chacun a son point de vue là-dessus. Mais moi, j'ai dit que c'est la même équipe de 2018 et n'a pas beaucoup changé. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que la campagne, il s'agit de la vie personnelle. Et à mon sens, le chef de l'État, à nous tous. Mais moi, je suis avec lui. Je ne suis pas de sa tribu. Comment vous comptez vous y prendre, vous, au niveau de l'UNC, et vous particulièrement Billy Kambale, pour battre campagne pour le chef de l'État au Nord Kivu, tout en sachant que, comme lui-même l'a dit, je n'aurais pas réussi mon mandat si la paix ne revient pas à l'Est? Nous avons beaucoup de choses à dire. Et nous allons dire à la population c'est pourquoi la paix n'est pas revenue. Et que l'ennemi qui est là et qui n'a pas lâché prise, nous devons encore davantage nous unir pour nous battre. Parce que quel que soit le président de la République, tant que cet ennemi aura cette intention belliciste de conquérant, la situation ne va pas changer. Nous devons plutôt faire bloc autour de notre armée pour qu'une fois pour toutes, nous puissions bouter dehors ces gens et leur dire plus jamais ça sur notre territoire. Le fait que le président de la République ait pris sous un ton ferme une position contre les agresseurs, je peux vous dire qu'une partie de l'opinion au Nord Kivu estime que c'est le président qu'il faut, parce que d'autres n'ont pas le courage de le faire. On verra ça dans les prochains mois et lors de la publication des résultats, la proclamation. Nous allons dire ce que nous avons à dire
Et nous allons encourager le gouvernement à aller vers la victoire, parce qu'en définitive, ce qui restait vrai et immuable, c'est que cette population a besoin de la paix. Et elle a tant souffert, ça fait plus de 25 ans quand même, que cette partie du pays n'a point connu de paix. Tous les jours, c'est des crépitements des balles, des enlèvements, des tortures. Pendant plus de 15 ans, il est impossible de passer par le parc de Virunga, quitter Goma pour arriver à Butembo sans escorte. Ça fait plus de 15 ans que des femmes sont violées. Ça n'est quand même de trop. Nous pensons qu'il est temps que nous puissions mettre un terme, et de la manière la plus honorable possible. Pas par des conciliabules, parce que ça a démontré les limites. On ne va pas parler, il n'y a pas encore tout le monde n'a pas déposé sa candidature, ce sera peut-être ma dernière question. Qui est-ce qui vous fait peur comme candidat président? Celui qui fait peur à Dieu. Non, c'est tout le monde. Qui peut mettre à mal la réalité. Non, c'est tout le monde. Moi, je ne suis pas de la race de ceux qui négligent. Je ne suis pas de la race de ceux qui négligent les adversaires. Dans l'art de la guerre, l'adversaire, il faut lui donner toute sa place pour se préparer suffisamment afin de le battre sur le terrain. Vous n'y allez pas en terrain conquis déjà en proclamant, ça professant serait votre victoire. Une erreur monumentale de penser que c'est gagné d'avance. Shadari avait déclaré le jour de son vote que ce soir, je suis président de la République. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Nous ne sommes pas dans le monde des devins. C'est une bataille électorale. Et là, j'attire l'attention de mon camp, de l'Union sacrée. Que personne ne vous dise que c'est gagné d'avance. Nous devons travailler. Nous devons aller sur terrain. Surtout que nous avons un bilan à présenter. Nous devons dire au peuple le pourquoi d'un deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Que personne ne croit qu'il a la maîtrise de tout et de toutes les données. Même pas de la CENI. Shadari était convaincu que parce qu'ils avaient l'armée, les services de sécurité, et encore ici, je voudrais dire à Nanga, comment vous avez pu négocier avec quelqu'un qui n'avait ni armée, ni police, ni service de sécurité, ni la CENI, lui-même Nanga, est-ce qu'il avait même des relations? D'ailleurs, c'était en chien de faïence qu'on se regardait avec les Nangala, qui aujourd'hui parlent beaucoup. Nous nous regardions en chien de faïence parce que nous ne croyons même pas à ce qu'eux étaient en train de faire. Combien de fois nous avons refusé cette machine à voter? C'est d'ailleurs par... on a dit on y va, quel que soit ce qui va arriver, mais on fonce avec même cette machine à voter. Avec ou sans machine à voter. Avec ou sans machine à voter, nous y allons. Et qu'aujourd'hui, ils viennent encore dire, oh non, c'est à cause d'un accord que vous avez été... Non, mon cher ami, à un moment, il faut apprendre à être sérieux. Nous avons gagné, c'est vous-même qui nous avez proclamé. Personne ne vous a demandé de nous proclamer, mais vous aviez les résultats devant vous. Pourquoi vous pensez? Puisque si, par exemple, ils étaient convaincus que nous, on ne valait rien et qu'on n'avait rien fait dans les urnes, mais ils allaient proclamer Shadari. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Avait-il besoin d'un accord pour ça? Donc on retient... Donc, moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des polémiques qui ne valent pas la peine. Nous sommes à 3 mois des élections, que les gens se préparent, que les meilleurs gagnent. Pour moi, je ne minimise jamais les adversaires. L'histoire récente nous démontre qu'un dauphin d'une majorité avait perdu les élections. Et un président en fonction peut perdre les élections. Absolument. Nous devons travailler, nous devons aller vers le peuple. D'ailleurs, la majorité des cadres ne seraient pas à Kinshasa en ce moment. Je me demande qu'est-ce que nous faisons encore à Kinshasa. Nous serions déjà dans nos bases respectives. Vous tirez une balle en tout cas, pas pour ceux qui n'ont pas de responsabilités comme nous, qui gérons au plus haut sommet des plateformes, des regroupements, parce que les enjeux, c'est toujours ici à Kinshasa. Tous les autres, tous les restes qui n'ont pas de responsabilité devaient déjà être à la base. Par quel moyen? On n'a plus d'avions. On n'a plus d'avions, c'est aussi ça le bilan. Bon, on en parlera. Non, on en parlera, mais je vais mettre quand même un point là-dessus. Ce que j'ai dit chez votre consoeur des Top Congo, Congo Airways ou toute autre compagnie d'aviation créée par l'État ne survivra pas. L'État, c'est par essence un mauvais gestionnaire.
encourageons les privés congolais qui ont des capitaux à investir dans l'aviation pour que nous ayons une compagnie congolaise à capital majoritaire des Congolais, où avec des facilités, les Congolais peuvent bâtir une compagnie digne de ce nom. On ne le fera pas en 3 mois. D'autres pays ont réussi, nous pouvons aussi les réussir. On ne le fera pas. Là, c'est pour le prochain mandat. Même cette solution palliative qu'on vient de trouver pour Congo Airways, elle reste palliative parce que Congo Airways ne naît pas aujourd'hui. Ça fera pratiquement 6 ans, 7 ans, 8 ans que ces avions battent pavillon dans notre pays, mais ils n'ont pas réussi à se procurer un autre avion. Pendant qu'ils font des bénéfices, mais je l'ai dit et redit, c'est que pour un avion, tous les techniciens démontrent que pour un avion, il faut maximum 70 personnes. Mais poser la question aujourd'hui, le personnel de Congo Airways se chiffre à combien? Ça veut dire des milliers. Les gens eux-mêmes absorbent le capital, eux-mêmes absorbent les intérêts, et cette compagnie est gérée où des directeurs généraux se tapent des sommes faramineuses comme des primes et des salaires. Cette histoire, il faut y mettre un terme. Nous devons privatiser l'aviation civile congolaise. C'est un domaine très technique avec lequel nous ne pouvons pas blaguer parce qu'il s'agit de la sécurité aérienne, il s'agit des normes qui sont édictées à tout le monde et en même temps, profitons-en pour construire des aéroports dignes de ce nom. Et c'est ici l'état de féliciter le président de la République pour l'aéroport. Et ça sera votre dernier mot. Pour l'aéroport de Kolwezi, qui sera inauguré bientôt, pour l'aéroport de Bangoka de Kisangani, qui sera inauguré bientôt, pour l'aéroport de Boende, qui sera inauguré bientôt, pour l'aéroport de Kananga, qui sera inauguré bientôt, pour l'aéroport d'Embujimai, qui sera inauguré bientôt, et pour d'autres infrastructures, notamment à Kavumu, où il y a aussi des travaux. Au nom de la continuité de l'État, parce que la plupart de ces aéroports, c'était des travaux commencés à l'époque de Kabila. C'est aussi ça le bon côté de la continuité. Non, il n'y a que 2. Il y a l'aéroport de Kolwezi et l'aéroport de Bangoka. Pour tous les restes, ce sont des projets initiés sous Félix Tshisekedi. On vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et encore une fois, je vous dis plein succès dans votre carrière. Vous êtes une journaliste professionnelle que moi j'admire beaucoup. Des fois, nous ne partageons pas les mêmes points de vue. C'est tout à fait normal. Mais sur le plan professionnel, vous avez gardé votre hauteur. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Une pensée toute particulière à Stani Boujakera. On est ensemble, mon frère. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité, mais j'espère qu'on aura le temps de vous recevoir au cours d'un débat un peu spécial dans le cadre de la campagne électorale. Si vous êtes encore ici à Kinshasa, sinon je viendrai à Lubero. J'aime trop l'intérieur du pays. Vous êtes la bienvenue. Allez, on se dit au revoir, à très très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité dans le cadre de votre émission. Dites-nous la vérité.